Et Gérard, je te laisse la parole. Donc Gérard Wormser, je l'ai dit tout à l'heure, il est directeur de la revue Sens Public. Par ailleurs, enseignant dans une grande école lyonnaise, mais il n'aime pas qu'on en parle, alors je ne le dirai pas. Voilà. On peut le dire, mais ce n'est pas la même casquette, effectivement, et ce ne sont pas tout à fait les mêmes référentiels, puisque c'est un mot qui a circulé. Voilà, bonjour, merci effectivement de m'accueillir ici. Et donc, j'étais évidemment passionné par ce qui s'est dit depuis ce matin, et heureusement, ça gagne beaucoup de temps, parce que sur un certain nombre de structures, on n'a pas besoin d'y revenir beaucoup. Elles sont un point commun qui s'adresse aussi à la presse numérique et aux dimensions de travail associatif dans ce domaine. Donc les mêmes questions se posent. J'ai posé tout à l'heure la question du rapport entre politique territoriale et radio locale. C'était aussi une façon de poser le terrain. Ça a été repris sur les télévisions, c'est-à-dire que beaucoup de ce que nous appelons la presse se définit finalement de façon antagonique avec ce que sont les politiques de médias. C'est ça que, premier paradoxe. Je vais plutôt, puisqu'on est en fin de matinée, je vais plutôt transformer mon intervention en un ensemble de questions. Ça avancera sur les débats et je ferai passer les informations par ce biais. Donc le premier paradoxe, c'est que le concept de presse traditionnel, à savoir un média d'information censément un peu indépendant des groupes de pression, se trouve, ou qui représente l'autonomie de sa rédaction, comme groupe de pression qui s'auto-promeut à travers ses productions éditoriales. Cette définition simple et classique de la presse est antagonique par rapport au type de production média impulsée par les collectivités qui en font un instrument d'une politique de management territorial. Donc, premier point d'interrogation, est-ce qu'il peut exister une presse dans le contexte qui vient d'être évoqué, où il y a une régulation des médias qui n'a pas grand-chose à voir avec l'indépendance éditoriale? Deuxième paradoxe, et c'est un paradoxe alors professionnel, interne, si on en est à parler du début de la presse numérique, et il y a aujourd'hui à Paris une réunion de travail du syndicat de la presse numérique, j'en reparlerai tout à l'heure, organisée notamment autour d'Edwy Plenel et de Mediapart, pour essayer de trouver un statut qui convienne un peu pour le financement de la presse numérique. Eh bien, le paradoxe, c'est que la presse ne se pose la question du numérique que parce qu'elle a résisté pendant à peu près 150 ans à toute modernisation. Les deux interventions qu'on vient d'entendre disent bien que les médias se sont modernisés dès le début du XXe siècle. Après tout, la radio, ça fait un bon siècle que ça circule. Et le premier élément de circulation de la radio, c'est d'avoir précisément dématérialisé la presse. Donc tout ce qu'on dit à propos de l'Internet était vrai de la radio. Pas de portage, pas d'abonnement, gratuit pour le lecteur ou devenu auditeur. Donc si vous voulez, on se pose à propos de l'Internet et de la presse numérique des questions qui sont posées à la presse depuis à peu près un bon siècle. Et que la presse a réussi à ne pas résoudre pour garder son positionnement média payant, financé en partie par la publicité, en partie par les lecteurs, et qui se présente dans un aller-retour entre une performance technique lourde, industrielle, avec impression, transport, système de diffusion, donc obligation pour les pouvoirs publics d'y faire très attention, mais en contrepartie, gros impact d'influence, parce que ça circule, 3 lecteurs en moyenne par journal diffusé. Ça permet à tous les hommes politiques de considérer que la plus petite feuille de chou locale a un intérêt pour le positionnement politique en vue des prochaines élections. Donc la presse a été réactionnaire à tout point de vue et dans son positionnement industriel, et ça lui a bien réussi puisqu'elle a survécu finalement un siècle à la création des médias contemporains. La radio et le cinéma n'ont pas empêché la presse d'exister. Après tout, on aurait pu avoir des bulletins d'infos sur téléphone qui se seraient développés même avant l'Internet, même avant le Minitel. Donc finalement, pour ce qui est de la presse, on est en face d'un phénomène industriel de lobby et de monopole réactionnaire, de la même façon que les compagnies de chemin de fer auraient pu et ont lutté contre les compagnies aériennes régionales. La presse a été massivement réactionnaire pour garder sa base économique et de subventions. Donc c'est pas étonnant que la presse soit en crise aujourd'hui. Voilà, une bonne nouvelle, on découvre la crise de la presse, mais c'est vraiment pas une surprise. Il a fallu un siècle de gestion conservatrice de la presse pour en arriver à une crise massive des organes de presse partout dans le monde. 2 événements du jour. Newsweek arrête sa publication papier au 1er janvier prochain. C'est quand même un scoop. L'un des plus importants magazines du monde qui ne peut plus
soutenir ses équipes de rédaction et ses régies publicitaires papier, parce que sans doute, il n'y a plus beaucoup d'intérêt pour les gouverneurs des États-Unis ou les compagnies pétrolières américaines à financer les publicités et leurs photographies régulièrement dans le journal, puisque maintenant tout ça se fait sur Huffington Post, qui est un journal électronique. Eh bien, autre nouvelle du jour, les bisbilles aujourd'hui entre Google, l'Allemagne, la France et autres, puisque de bonne politique, Google ayant prétendu au monopole de la diffusion des nouvelles sur le web, il est assez naturel que, établissant ayant acquis le statut d'un monopole naturel de service public, au même titre que la Lyonnaise des Eaux sur d'autres plans, il est assez normal que, de même que la Lyonnaise des Eaux par rapport aux chaînes câblées, Google paye une redevance au titre de la circulation de l'information qui passe par ces tuyaux. Donc, mais les gens de Google apprécient moins, d'autant plus que la publicité chez Google, ça rapporte peut-être pas autant que ça devrait, et que le cours de bourse, il va peut-être pas tenir indéfiniment. On a vu ça pour Facebook au printemps dernier. Donc, la question se pose très nettement. La presse a été donc très largement réactionnaire dans son évolution. Simultanément, elle a été prise en otage par les grands moteurs de diffusion de recherche sans lesquels la base électronique de la presse n'a aucune chance d'arriver vers le public, puisque ce ne sont pas les quelques subventions, même si elles sont à leur échelle assez importantes, qui arrivent aux journaux, qui leur permettraient de créer chacun leur audience sur Internet, puisque même en agrégeant tous les blogs de leurs journalistes, les journaux perdent de l'audience s'il n'y avait pas donc les moteurs de recherche et un certain nombre de scoops ou d'articles un peu trash qui permettent de donner aux journaux une audience qu'ils recherchent et de vendre en plus leurs éditoriaux aux lecteurs qui veulent bien feuilleter plusieurs pages et ne pas rester uniquement sur le scoop qu'ils sont allés chercher en première page de Google. Donc voilà, sur ces deux paradoxes, donc la presse qui n'a surtout pas voulu bouger et le fait qu'elle est aujourd'hui prise en otage par les moteurs de recherche qui n'ont pas grand-chose à lui restituer, ou aucune intention de le faire, on est là face à un ensemble assez complexe. Et évidemment, je vais me poser en désaccord complet avec l'idée que l'Internet n'est pas un média. Vous n'attendiez pas moins de moi là-dessus. L'Internet est non seulement un média, mais un ensemble de médias et un écosystème médiatique à lui tout seul. C'est-à-dire que ce que jusque-là, la presse, papier, la radio, sonore, la télévision, image, plus son, avaient réussi à sectoriser, eh bien l'Internet le rebrasse et fusionne tout ça. Donc c'est tous les organes de presse antérieurs au cube ou au carré, puisqu'on les prend tous, on les rebrasse dans un grand chaudron et on en fait un super reblochon qui est le plus coulant des fromages, avec tous les ingrédients de tout ce qui a poussé dans les fleurs des champs de toute la saison qui a précédé. Presse, images, papier, numérique, vidéo. Et la seule chose qu'il y a pour sauver la presse actuellement sur l'Internet, c'est d'avoir réussi, pour les organes de presse qui prétendent à un petit équilibre financier, c'est d'avoir réussi à rendre publicitairement compatibles les vidéos que les journaux diffusent. Parce qu'on a réussi à trouver un modèle, un tout petit modèle qui fait qu'il faut regarder 30 secondes de pub si vous voulez accéder à la vidéo. Du coup, les journaux ne sont plus des journaux sur Internet, ce sont des petits bouts de texte introductifs permettant ensuite d'accéder à une vidéo associée à sa publicité. Donc le système de la mise en page de la presse a été tout à fait subverti dès lors qu'aujourd'hui, plus aucun journal qui prétend un vague équilibre financier ne met son texte en ligne. Et je ne crois pas une seconde que le texte payant en ligne ne puisse fonctionner, en tout cas pour des journaux français. J'en parlerai si on prend deux minutes de discussion tout à l'heure. Je vais essayer d'être très bref et puis de garder quelques points pour la discussion. Mais donc je ne crois pas du tout à l'équilibre financé par la publicité des journaux français. En revanche, se transformer en agrégateur de blogs d'un côté, en agrégateur de vidéos de l'autre, oui, c'est l'avenir pour une partie de la presse sur Internet. Alors, agrégateur de blogs, pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que sur Internet, ce qui compte, c'est la réputation. Je ne rentre pas dans les détails, et que la réputation, elle est acquise non plus à des titres de journaux, maintenant qu'on peut zapper de n'importe où à n'importe où. La réputation, elle est acquise à des signatures.
Donc on suit des blogs de personnalités ou thématiquement organisés qui peuvent là aussi rassembler plusieurs personnalités. Mais si un blog ou un journal électronique rassemble plusieurs personnalités et qu'on le suit, c'est pas forcément pour s'arrêter sur toutes les pages de la même façon. Donc il pouvait être de l'intérêt même économique d'un certain nombre de journalistes de dire on arrête de travailler sous un contrat salarié pour un journal, on monte notre blog et ensuite on négocie pour que ce blog soit associé au journal qu'on a quitté. Et à ce moment-là, le journal ne fait plus que faire des pages généralistes d'informations, copier-coller de dépêches d'agence, pour faire valoir par ailleurs ses éditoriaux et ses blogs. Alors une question, du coup, troisième paradoxe, une question, dans tout ça, où est la production de l'information? Il y en a de moins en moins. Parce que les opinions, on en trouve. Et même les plus péremptoires. Demander au lecteur de continuer, à partir d'opinions plus ou moins péremptoires, de continuer une discussion, ça vire très vite au pugilat, et ce pugilat est dans l'intérêt du média, puisque c'est une des façons de mesurer l'audience. Donc plus le journal sera trash, plus les polémiques seront bas de gamme, et plus finalement les agences de publicité diront bah oui, ce lieu-là, il a de l'audience. Je vous assure qu'à Sens Public, où on ne fait pas tout à fait le même genre de texte, on n'a pas de mesure d'audience très facile, ou alors il faut attendre un retour à 2-3 ans quand on a des références à nos articles dans des mémoires de maîtrise ou de thèse. Donc à ce moment-là, effectivement, on peut dire qu'on a une bonne audience puisqu'on est téléchargé en PDF et que les articles, il y a même des gens qui viennent nous proposer des mémoires à partir de leurs travaux de recherche, parce qu'ils ont commencé leurs travaux de recherche à partir des articles de chez nous. Bon, mais là, il faut 2-3 ans de retour. Donc, vis-à-vis d'une régie publicitaire, c'est pas vraiment ce qu'on appellera sexy. Donc, la question se pose vraiment de savoir comment produire de l'information dans des journaux qui sont voués aujourd'hui à quelque chose de tout à fait éthique sans H en matière de production d'informations. Alors, je prends quelques exemples. On va opposer des modèles. Alors là, je les prends en macro pour que ce soit clair. Hein. Je prends les grands exemples mondiaux, parce que ma thèse fondamentale, je vais à la conclusion, comme ça, je n'aurai pas besoin de la faire. Ma thèse fondamentale, c'est que ne peuvent se financer sur le web qu'aujourd'hui des médias globaux. Et en gros, il n'y en a pas en France. Donc la question est réglée. Nous, on est déjà dans le local à l'échelle de ce qui est finançable sur le web. Donc je vais prendre 2-3 paires. Si on compare d'un côté le Huffington Post, qui est une sorte de gigantesque agrégateur de blogs, et qu'on l'oppose au New York Times, qui est la référence en matière de journalisme professionnel. La page d'ouverture du New York Times en numérique est quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, vous avez sur la première page du New York Times plus de texte que ce qu'il y en a dans toute l'édition du Monde numérique pendant la semaine. C'est absolument... La page du New York Times, c'est totalement affolant parce que ça part dans tous les coins et à chaque fois, vous avez de la matière derrière. Dans un des séminaires de Sens Public qu'on a tenu ce printemps à propos du journalisme de données, on a interviewé en vidéo directe avec New York l'une des responsables de la partie journalisme de données du New York Times. Elle est simplement à parrainer une équipe de 35 personnes qui peuvent à tout moment contester une déclaration de Romney ou d'Obama par ce que chacun d'eux a pu dire dans les 10 ans précédents, par rapport aux statistiques de tous les bureaux de démographie, d'économie, de finance, de prospection de pétrole ou d'autres dont ils ont les références dans leur base. Et donc tout ça est transformé par ces 35 personnes en camembert, en cartographie, en toute forme de schéma explorant les grandes tendances avec des effets visuels extrêmement formidables, qui ne sont pas simplement des effets statiques, mais des effets dynamiques. Vous pouvez retrouver la carte électorale de 1860 dans les États où Obama et Romney vont se battre dans 15 jours, en pouvant marquer que là où Obama fera plus de voix dans un État qui globalement serait acquis à Romney, vous allez retrouver la carte des champs de coton de 1860, ce qui indique un siècle et demi après une population noire plus importante, puisque qui dit champ de coton dit population noire. Donc ce genre de choses, c'est l'intelligence au sens américain, la recherche de données d'une équipe comme celle du New York Times. Alors en France, on a OVNI qui essaye de faire ça un tout petit peu. C'est déjà pas mal. Ils sont venus à la même séance de notre séminaire. Ils avaient monté ce printemps un véritomètre sur les déclarations des différents candidats à la présidentielle pour être capable de mettre chacun d'eux en contradiction avec des déclarations faites dans les 3-4 ans. Mais il n'y avait pas toute cette sociologie de l'espace politique français derrière
voilà, qui n'est pas à la portée d'un journal numérique à notre échelle. Bon. Deuxième paire, donc entre Huffington Post et New York Times d'un côté, deuxième paire entre le Guardian en Angleterre et le Financial Times en Angleterre. Alors le Guardian, il est gratuit, c'est absolument formidable, vous trouvez une sorte d'encyclopédie vivante du monde contemporain. Quand il y a un dossier sur le réchauffement climatique sur le Guardian, il est repris sans le citer par Libération, Le Monde, Le Nouvel Obs et tout ce que vous voulez, parce que eux ont produit avec les scientifiques de Cambridge, avec des journalistes d'un peu partout, un centre de calcul en Inde ou ce que vous voudrez, ils ont produit toutes les données et ils les mettent dans des tableaux accessibles, en gros niveau Bac-2, parce que leur idée c'est qu'il faut s'intéresser aux jeunes de 17-18 ans en Angleterre et que donc il faut que ce soit totalement synthétique et que les instituteurs et les profs de collège d'Angleterre puissent se servir du Guardian comme support pédagogique, donc quitte à ce que ce soit gratuit en ligne autant que ça circule. Ils ont fait un effort absolument formidable, c'est sûrement un des premiers sites de presse mondiaux, mais c'est gratuit, ils sont à peu près en faillite. En face de ça, le journal papier suffit évidemment pas à éponger les coûts du numérique. En face de ça, vous avez Financial Times. Alors là, je vais donc à un des exemples sur ma conclusion. Le New York Times essaye de se financer en ayant fermé une partie de son site, mais tout le monde me raconte que de toute façon, ça n'a aucun... Le site est fermé en fonction de chaque adresse électronique. Donc il suffit de disposer de 4 ou 5 adresses électroniques pour interroger le New York Times et vous avez droit à vos 5 articles hebdomadaires. Donc vous avez vos 25 articles et vous n'avez pas le temps de lire plus. Donc le New York Times n'a en gros pas de chance de s'en sortir en devenant payant parce que sur des articles généralistes, personne va vouloir payer. Par contre, le Financial Times est en train de réussir sa conversion parce qu'il y a suffisamment d'entreprises de Hong Kong, de Shanghai, de Los Angeles et de São Paulo qui sont intéressées à souscrire au Financial Times. Et donc, le Financial Times numérique arrivant dans les tours de São Paulo ou de Shenzhen arrive à financer un journal qui pourra rester même imprimé en papier pour les Anglais si ça leur fait plaisir. Mais donc là, Financial Times, parce qu'il a réussi la conversion d'un média payant international, est en train de sans doute pouvoir équilibrer. Alors évidemment, la contrepartie, c'est qu'il aura sans doute plus de journalistes en Chine et au Brésil dans 10 ans qu'il n'y en aura en Angleterre. Ceci dit, après tout, qu'un grand journal mondial suive les tendances économiques du monde. Bon, mais vous m'avez compris, ça marche parce qu'il y a un pouvoir d'achat de ces lecteurs qui est évidemment incommensurable avec celui d'une collectivité territoriale française, quelle qu'elle soit. On est là sur des gens qui spéculent sur ce que sera le cours du pétrole dans 15 ans et qui ont besoin de savoir ce que pensent les décideurs en ces matières en fonction de ce qu'il y aura comme éolien, comme nucléaire, comme solaire dans 15 ans entre la Chine, le Brésil, etc. Donc à ce moment-là, les gens veulent bien payer pour de l'information et le Financial Times peut en produire. Donc entre le Guardian et le Financial Times, devinez qui restera dans 15 ans. J'aimerais bien que ce soit le Guardian. Bon, on a en France, alors revenons chez nous, on a en France la concurrence sur le même genre de modèle entre, par exemple, Mediapart et Libération. Alors Libération, c'est à peu près tout gratuit, il n'y a pas vraiment moyen pour Libération d'essayer de faire comme les Échos et de rendre une partie payante. Le Mediapart, c'est tout payant. Puisqu'il faut être abonné pour accéder aux articles. Alors c'est un vrai choix rédactionnel. La conséquence de cela, elle est double, et puis comme j'avais dit que je voulais aller vite, je vais m'arrêter sur ce genre d'exemple très vite. La conséquence, elle est double. C'est d'un côté que pour fidéliser des lecteurs, puisque qui dit paiement dit fidélisation, il faut absolument se sectoriser. Donc Mediapart est un journal franco-français qui se revendique tel et qui prend la politique française comme cœur de son sujet, en pensant qu'il y a suffisamment de gens capables de payer pour ça à l'échelle de nos collectivités et bon, d'ailleurs, pour l'instant, ça marche à peu près. Et l'autre élément, c'est qu'on est obligé, du coup, de faire mousser. Donc, Mediapart a un petit côté presse à scandale. Alors, il faut passer d'une affaire à une autre affaire, puisque Edwy Plenel avait refusé, pour des raisons de fond, de rentrer dans le jeu de la concertation avec la presse proposée par Sarkozy en 2008. Et il s'est rattrapé en touchant bien plus que la subvention que l'État aurait pu lui verser, grâce aux histoires Bettencourt, Takieddine et compagnie, qui, en termes d'audience et de crédibilité, ont valu au journal en abonnement bien plus que ce que la subvention d'État aurait pu donner. Mais c'est pas du tout un hasard, c'est un positionnement qui dit bien que le jour où il n'y aurait plus de scandale, ça n'arrivera pas, un journal comme Mediapart deviendrait fragile et ressemblerait plus à Libération, qui n'a à peu près pas de chance, même en faisant des couvertures du type casse-toi pauvre riche, casse-toi riche-con. Ça s'est mal tombé puisque c'était soi-disant une couverture de gauche et que le gouvernement de gauche n'en voulait plus. Donc apparemment,
Libération perd 700 000 € de financement publicitaire et risque de mettre la clé sous la porte si ça ne remonte pas très vite. Heureusement, il y a 7,5 millions d'euros de subventions d'État à Libération au titre de l'aide au portage. Bon, donc... non, ça c'est pas une subvention, ça c'est le capital, mais que le capital soit d'un côté ou de l'autre, il faut bien qu'il y en ait un peu quelque part. Un des problèmes de la presse, merci de me le permettre de dire tout de suite, un des problèmes de la presse étant qu'elle manque considérablement de capital. Et que la presse numérique, ben là je ne vous parlerai même pas de sens public, mais la presse numérique, son gros problème, c'est qu'elle n'a absolument aucune infrastructure lui permettant de se doter d'une quelconque base technique. La plupart des supports de publication sont des logiciels libres. La plupart des journalistes ont un deuxième métier, d'où mon cas, on me dit j'ai un pied à l'université, mais bon, c'est pas mon sujet principal, sauf que si j'avais pas un pied dans l'université, c'est pas un salaire de ma revue que je pourrais obtenir. Donc, l'intérêt du journalisme numérique aujourd'hui, c'est qu'on est totalement immergé dans la vie sociale et qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de différence de fonctionnement entre les responsables de presse d'un journal numérique et le lecteur type auquel il s'adresse, qui effectivement regarde sa feuille de paye avec angoisse un peu tous les 26 du mois. Donc le problème auquel je reviens, puis je ne veux pas être beaucoup plus long, on va peut-être garder, je préférerais qu'on garde quelques temps pour des questions. Donc le problème, donc, à partir du moment où la question de la production de l'information se pose, ce problème est d'autant plus difficile à régler que sur Internet, de la production à la diffusion, malgré la gratuité de fait de l'information qu'on obtient sur Internet, les infrastructures sont entièrement à la charge des lecteurs. Et ça demande des abonnements, ça demande des ordinateurs ou des tablettes, ça demande des connexions, ça demande des écrans, parce qu'on ne peut pas lire ça si facilement sur un téléphone mobile dès lors que c'est plus que 15 lignes de texte. Donc, sauf à se condamner à des copier-coller de des pièces d'agence qu'on entend de toute façon de tous les médias qui font qu'on n'apprendrait rien de plus sur sa tablette que ce qu'on aurait déjà par un bout de radio simplement en prenant le métro. Le résultat, c'est que pour produire un contenu éditorialisé qui puisse avoir une valeur de production d'informations, les médias de la presse numérique, même si on échappe à l'impression du papier, à la vente en kiosque ou l'équivalent, eh bien, il y a un très lourd système de médiation vers le public. Et comme mon collègue précédent disait que justement, ça n'était pas des médias de programmation, ça veut dire que si les lecteurs ne viennent pas spontanément, vous n'avez aucune chance d'en avoir du tout. Donc c'est la difficulté de la presse numérique, c'est qu'effectivement, il faut non seulement produire l'info, mais la médiatiser jusqu'à un public. Je prends, et ce sera peut-être une façon de terminer cette première partie, je préfère qu'on garde un quart d'heure si vous voulez pour un dialogue, où je pourrais glisser d'autres infos. Je prends un exemple sur les blogs qui avaient été créés pendant la révolution tunisienne. Et ce qui est tout à fait impressionnant, c'est que, évidemment, aucun journal européen n'avait de correspondant sur place aux bons endroits pendant les mois de décembre, janvier, février de ce mouvement tunisien, et que donc c'était les blogueurs tunisiens qui pouvaient informer les groupes de presse, par exemple en France. Mais les blogueurs tunisiens, c'était pas n'importe qui. Ils étaient blogueurs tunisiens parce qu'ils avaient effectivement la capacité, pour certains d'entre eux, d'avoir été formés en France, fait des études, avoir une activité politique militante depuis déjà plusieurs années, avoir compris que les grèves et les manifestations ne servaient à rien tant qu'il n'y avait pas un regard de presse, et ce regard de presse ne pouvait pas être fait en Tunisie. Donc, en réalité, quand on a cru, parfois en France, et c'était l'intérêt des médias qui diffusaient ces informations de le faire croire, quand on a cru que spontanément il y avait une génération de blogueurs et que spontanément ça avait déclenché la révolution, c'est évidemment tout à fait le contraire. C'est parce que les médias européens n'étaient jamais allés en Tunisie depuis 10 ans que les mouvements sociaux et politiques qui se développaient en Tunisie depuis une dizaine d'années n'arrivaient pas à transformer le contexte politique en interne. Donc il a fallu que les militants de tout poil en Tunisie s'approprient les techniques du média contemporain pour pouvoir commencer à s'adresser directement aux sites de presse européens ou américains, et qu'enfin
les médias internationaux tournent leur regard vers la Tunisie. Et c'est comme ça que quand un brave marchand de fruits se fait dézinguer, eh bien, ça devient une affaire mondiale, alors que la même chose 2 ans avant, personne n'en aurait jamais entendu parler et M. Ben Ali serait toujours au pouvoir. Donc ce qui est très important dans l'affaire des médias numériques, c'est que ce sont des médias donc, qui, s'il n'y a pas de programmation, supposent précisément que ce soit des médias de recommandation et que donc seule la qualité du contenu et seule la capacité à l'emmener jusqu'à des utilisateurs intéressés peut permettre à des médias numériques de réussir. Autre exemple, ce serait Wikileaks. Je ne développe pas, c'est la même chose. Les secrets d'État, ce n'est pas une nouveauté. Les dépêches confidentielles, si on n'en connaît pas le contenu, on s'en doute un tout petit peu. Mais pourquoi est-ce que, alors qu'il y avait déjà eu toutes sortes de scandales avec des photos de soldats américains piétinant des prisonniers en Irak, etc., pourquoi faut-il que tout d'un coup, quand un soldat américain récupère des milliers de mails, pourquoi est-ce que tout d'un coup ça devient une affaire mondiale? Eh bien parce que Julian Assange et quelques autres ont eu une stratégie de mise en place d'un rapport au public. Donc si on s'appelle Sens Public, c'est pas pour rien. On s'inspire de John Dewey, donc contemporain de la radio et du cinéma, qui avait en 1926 écrit un livre, une suite de conférences bien arrangées, qui s'appelait Le public et ses problèmes. 1926, où il dit les nouveaux médias ont besoin de créer leur audience publique, parce que sinon, une fois de plus, ce seront les compagnies de télécom, c'est pas le mot qu'il employait à l'époque, qui vont s'approprier le système. Donc formons un public pour nous éviter d'être victimes des compagnies de télécom. En gros, c'est ce que dit Edwy Plenel aujourd'hui, qui a lu le même livre que moi, et on fait la même chose de ce point de vue-là, chacun dans son domaine. Donc le caractère particulier, je m'arrête ici, c'est que tous ces médias numériques, dès lors qu'ils ne sont plus des médias de programmation, ont besoin de s'appuyer sur une ambiance, sur un écosystème numérique qui est très vaste, puisque je peux citer des noms que vous connaissez, c'est pas simplement l'AFP et Reuters, mais c'est YouTube, c'est Photolia, c'est Dailymotion, c'est Flickr, bref, des ensembles de taille mondiale qui fournissent gratuitement ou assez peu cher un ensemble de contenus dont finalement l'essentiel est l'éditorialisation par les supports de presse numériques. Et ça demande, alors pour le coup, et on en sait quelque chose à Sens Public, ça demande un travail gigantesque, parce que vous ne pouvez pas éditorialiser juste pour vous faire plaisir, puisque le problème sur le web, c'est que par définition, n'importe qui, n'importe quand, par n'importe quel moteur de recherche, peut démontrer dans sa chambre ou n'importe où que ce que vous dites est une connerie. Donc si vous n'êtes pas absolument certain de passer par-dessus le bruit de fond de toutes les conneries qu'on peut trouver ici et là, ça n'a absolument aucun intérêt de faire quoi que ce soit sur le numérique. Donc c'est un média extrêmement exigeant, puisque, sauf à rendre des services purement utilitaires, de type je réserve ma place de concert, le média numérique n'a d'intérêt que si vous donnez une meilleure information que tout le reste de ce qu'on peut trouver sur le net. D'où la fuite en avant du Guardian, ou autre, même gratuite, donner la meilleure information possible aux enseignants d'Angleterre. C'est une des seules façons pour eux de s'en sortir. Parce que derrière, je n'ai pas proposé tous les gros mots qui sont les bases de données, pas simplement Wikipédia, mais les grandes bases de données de texte. Alors en France, ça peut être Kern pour des revues, ça peut être revue.org, qui est entièrement gratuit pour un certain nombre de revues. C'est bien sûr tout Wikipédia et tout ce qui ressemble à partir de là, mais c'est aussi le problème des langues, parce que qui dit information a toujours dit espace de comparaison internationale. En Europe aujourd'hui, un média numérique se doit de pouvoir parler plusieurs langues, ou de s'adresser à des lecteurs en plusieurs langues, ou de récupérer des informations venant de plusieurs langues. Donc Sens Public fait partie d'une confédération de revues qui s'appelle Eurozine. J'en parlerai cet après-midi, puisqu'on m'a reprogrammé pour parler de la dimension internationale des médias numériques. Donc ça, je réserve ça. Mais donc, le problème, et je conclus ici, puisque à force d'annoncer là, conclure ici, donc, c'est que la presse traditionnelle, c'était un ensemble de médias de prescription. En gros, on savait ce qu'il fallait faire passer au lecteur, et globalement, pendant 150 ans, le lecteur a accepté. Ensuite, ce qu'on a dit ce matin, les médias associatifs, pour l'essentiel, ça a été des médias de mobilisation. Donc on est passé de la prescription à la mobilisation. Et je dirais que le problème du net, c'est l'intoxication. Donc, puisque globalement, entre les rumeurs, les fausses infos, les premières pages de prescription, sauf qu'on ne sait plus qui prescrit, etc., eh bien, le problème, c'est que les médias numériques de presse ont besoin d'échapper à l'étau possible de l'intoxication, qui est la règle
du web, puisque c'est la massification de l'information qui régit ce domaine, et que pour trouver une bonne information, les bons moteurs de recherche ne suffisent pas. Google est inutile. Google ne sert absolument à rien pour chercher une bonne information. Ça ne vous donne que le bruit de fond de ce qu'il y a dans les médias. Si vous savez exactement ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Mais trouver par Google quelque chose qu'on ne cherche pas et qui est la bonne information, il y a assez peu de chances. Donc, or, le problème de la presse et sa justification a toujours été de faciliter au lecteur le recoupage d'informations de qualité sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, mais où le travail du média est d'avoir fait la recherche, le criblage et la vérification pour permettre au lecteur en confiance de se fier aux médias qu'il est en train de consulter. Essayez de trouver un moteur de recherche qui fasse ça, je ne le connais pas. Donc on est obligé de le faire à la main nous-mêmes. C'est un peu la difficulté de nos nuits et de nos week-ends, puisque c'est le travail d'une revue associative que d'essayer justement de passer par-delà l'intoxication, qui est la règle centrale donc, du domaine du web. Donc le web est évidemment un super média, mais c'est un média particulièrement exigeant, puisqu'il ne nourrit pas son homme, et qu'en plus, il noie ses informateurs. Voilà, donc merci pour là, et on prend peut-être 10 minutes si vous voulez pour quelques questions. Je rajouterai deux, trois éléments d'information en plus. J'ai une question concernant... Micro. Ah oui, tu lèves, il marche pas. Voilà, là, c'est bon. Voilà, J'ai une question concernant le statut des blogs des journalistes signatures de certains hebdomadaires. Est-ce que ce sont des carnets de voyage qui échappent à tout contrôle du média, ou est-ce qu'ils se doivent de respecter les règles déontologiques journalistiques de recoupage de l'information, d'une information vérifiée ? Il y a évidemment toutes les gammes possibles. Et ça dépend aussi du média. Si le blog est associé à un média, dans quel média évidemment, quand le Monde faisait le Poste, les postes du Monde, on pouvait rigoler parfois. C'était pour faire monter de l'audience et un peu de pub. Donc moins une information était vérifiée, puis plus elle pouvait courir. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, il y a un certain nombre de journalistes qui ont précisément, comme je disais tout à l'heure, une image de marque, qui défendent une signature. Donc ceux-là, ils n'ont pas besoin d'avoir signé une charte avec leur journal pour savoir ce qu'ils veulent faire. Mais évidemment, vous avez l'entre-deux. L'entre-deux, parmi les choses que j'ai zappées, il y a le fait que dans un certain nombre de domaines, c'est vrai dans la presse papier, mais c'est vrai sur la presse numérique, il n'y a absolument aucun moyen de distinguer la promotion du journalisme. C'était classique pour tout ce qui était de la bagnole et de la gastronomie dans les journaux papier classiques. Le moment du salon de l'auto, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus que des vendeurs de voitures. Donc c'est vrai dans beaucoup de domaines. Donc, comme les journaux, évidemment, se soutiennent de publicité sur le bien-être, la santé, la beauté, le cinéma, les nouvelles images, le nouveau tourisme, le commerce équitable, je pourrais continuer, et bien, les journalistes, leur charte implicite, c'est d'aller dans le même sens, qu'il vaut mieux parler de cinéma et de commerce équitable que de parler de pauvreté et de misère. Hein. Pourtant, la pauvreté et la misère, je ne sais plus qui disait, 4 milliards de migrants, c'est pour demain, mais ça on n'en parle pas trop, ça ne fait pas vendre. Donc la charte déontologique des journalistes qui tiennent des blogs, elle est minimale, c'est parlez-nous plutôt de ce qui va contribuer à l'intérêt des lecteurs pour notre site, plutôt que de ce qui va leur faire comprendre qu'il vaut mieux quitter le site d'OVNI pour aller chercher des informations sur The Hindu, pour savoir ce qu'il en est réellement de la famine dans le Maharashtra. Ça se lit en anglais très facilement, ou de la même chose ailleurs. Donc, d'une certaine façon, il y a des journaux qui disent autre chose et mieux que ce que disent nos journaux, et demain, aujourd'hui, ils sont accessibles en ligne pour tout le monde. Donc, on a plutôt intérêt à continuer à vendre la dernière compile de je ne sais pas qui aux pages culture du monde numérique, plutôt que de renvoyer vers les vrais problèmes du monde qui ne sont pas traités dans nos journaux.